Cet épisode est consacré à l'analyse de l'anatomie et du principe de fonctionnement de plusieurs calculateurs moteurs ainsi que de leur protocole de communication avec le reste des modules électroniques que l'on trouve dans un véhicule moderne. Voici le premier épisode d'une série qui concerne l'électronique embarquée dans l'automobile. Et quand je dis électronique embarquée, je veux bien entendu parler des différents types de calculateurs qu'on trouve dans les véhicules modernes. En français, on les appelle UCE pour unité de contrôle électronique, ou bien encore en anglais ECU, mais en anglais ça désigne aussi le calculateur moteur qui se dit Engine Control Unit. Bref, c'est un sujet très vaste et très technique avec plein d'acronymes dans tous les sens. Alors, je tâcherai de n'aborder que l'essentiel pour éviter de me perdre dans des détails inutiles qui n'intéresseront au final qu'une poignée de passionnés. Et de par l'ampleur du sujet, je vais donc le décomposer en plusieurs épisodes. Et ce premier est sans doute le plus important parce qu'on va y aborder le bus de données CAN, le diagnostic embarqué OBD et surtout les différents types de calculateurs moteurs. Ces calculateurs seront bien entendu analysés et décortiqués et je vous montrerai aussi comment il est possible de les reprogrammer pour changer ce que l'on appelle la cartographie moteur. Un second épisode sera lui consacré au boîtier de servitude intelligent qui est en quelque sorte le calculateur habitacle. D'ailleurs chez Renault il l'appelle l'unité de contrôle habitacle. Celui en ma possession sera bien sûr analysé et décortiqué et on reviendra aussi sur la notion de bus CAN. Et d'autres épisodes viendront ensuite où on abordera les autres types de CU dont je dispose, et notamment un calculateur de boîte de vitesse auto ou un calculateur airbag, etc. Et avant de démarrer, je souhaiterais remercier les 3 personnes qui m'ont gentiment fait parvenir les calculateurs qu'on va voir dans cet épisode. Donc nous avons Paul qui habite à Bernicourt dans le 08, il m'a envoyé 2 ECU, un qui provient de BMW 320D et un autre d'une Xantia de litre 1 TD. Ensuite, nous avons Johan qui habite à Château-Thierry dans le 02. Il m'a envoyé 2 calculateurs aussi, un qui provient d'une Toyota MR2 MK3 et un autre d'une Honda Accord Génération 6. Et enfin, nous avons Thomas, alors j'ai pas retenu le nom de la ville, qui m'a envoyé un calculateur qui provient d'une Peugeot 308 en litre 6 HDI et le BSI que nous verrons dans le deuxième épisode. Alors, il ne s'agit pas de faire ici un exposé sur les ECU avec leur historique et leur évolution. Je résumerai plutôt en disant que, à partir des années 70, plus l'électronique a été exploitée dans l'automobile, et plus ces calculateurs ont pris une place prépondérante jusqu'à être rapidement incontournables afin de pouvoir gérer les milliers d'événements qui se produisent à chaque seconde que vous conduisez votre véhicule. Ça n'est pas un scoop, un véhicule est composé de plusieurs milliers de modules et de composants spécifiques, qu'ils soient électroniques, électromagnétiques, mécaniques ou encore hydrauliques. Et bien entendu, tout cela implique la présence de beaucoup de capteurs disséminés un peu partout. Et pour synchroniser, surveiller et faire communiquer tout ça, ça peut être un véritable casse-tête. Donc en 1985, le fabricant équipementier allemand Bosch a proposé un protocole de communication basé sur le multiplexage et qui est rapidement devenu une norme qui s'est même plus tard répandue à d'autres industries dont celle de l'aéronautique. Ce protocole s'appelle Controller Area Network, autrement dit le bus de données CAN. L'introduction du bus CAN a permis aux différents modules électroniques que l'on appelle communément nœuds de communiquer les uns avec les autres par le biais d'un bus de données commun, littéralement un seul et même câblage qui parcourt tout le véhicule. La couche physique est définie selon 2 normes, la plus utilisée est pour le bus CAN High Speed allant jusqu'à 1 mégabit par seconde et la seconde est le CAN Low Speed avec une tolérance aux anomalies et qui communique jusqu'à 125 kilobits par seconde. Il faut savoir que chaque nœud est physiquement connecté au CAN par une paire torsadée blindée ou non blindée et que dans le cas du CAN High Speed, les 2 extrémités du bus rebouclent par des résistances de terminaison de 120 ohms. Et comme elles sont connectées en parallèle, la résistance totale du circuit du bus est de 60 ohms. L'accès au bus CAN par les nœuds fonctionne selon le principe du CSMA dans lequel on vérifie que la ligne est disponible avant de commencer l'envoi d'une trame numérique. Alors bien entendu, le CAN, bien que majoritaire, n'est pas le seul bus de données qui circule dans un véhicule, on en trouve d'autres, à l'instar du très performant FlexRay capable d'atteindre les 10 mégabits et qui a été standardisé en 2013, ou encore du MOST qui exploite la fibre optique, et même parfois de notre bon vieux Ethernet pour les diagnostics. Et tout cela m'amène maintenant à aborder plus en détail une pièce maîtresse dans l'électronique de votre véhicule, je veux parler du calculateur moteur.
Alors, quel est son rôle précis? Eh bien, pour faire simple, il doit déterminer en temps réel le meilleur moment pour provoquer l'étincelle de la bougie et aussi calculer le plus optimal mélange air-carburant possible. Alors bien entendu, ça n'est pas les seules responsabilités qui lui incombent, on parlera peut-être un petit peu des autres sans trop s'étendre, mais ces deux tâches sont sa raison d'être et ce depuis que les constructeurs les ont embarquées dans des véhicules dès les années 70. Un calculateur moteur se présente toujours sous la forme d'un boîtier de ce type, totalement scellé, étanche et blindé pour être protégé des interférences électromagnétiques. La coque joue aussi parfois le rôle de dissipateur thermique. Comme vous pouvez le voir, j'en ai disposé 5 sur mon banc de travail et ils sont pour la plupart de marques différentes. Il y a quelque chose que l'on peut tout de suite remarquer, leur connectique est différente d'un calculateur à l'autre. Il n'y a rien qui a été standardisé à ce niveau. Chaque gamme de ECU a son propre brochage, y compris parfois pour un même fabricant. Je vais d'abord commencer par ouvrir les 4 premiers pour comparer leur architecture et inspecter leur circuiterie. Pour avoir accès à l'intérieur, il suffit d'utiliser de l'air chaud pour ramollir le joint étanche tout en exerçant une force permettant de soulever le capot du boîtier. Et une fois que 3 des 4 côtés sont dégagés, on peut finir de l'ouvrir en soulevant progressivement le couvercle sans y aller trop brusquement pour éviter d'endommager le circuit imprimé. Bon, bien entendu, le joint en caoutchouc sera éventuellement à refaire pour rétablir l'étanchéité avant de le refermer. Voilà, les calculateurs sont ouverts, on va pouvoir les analyser en détail et les comparer. Mais avant ça, je vais vous donner une rapide explication de ce qui définit l'architecture d'un calculateur de ce type. En fait, on est tout simplement en présence d'un ordinateur en bonne et due forme. Il exécute un logiciel assez complexe dont l'objectif est triple: lire les données analogiques et numériques en provenance d'une série de capteurs disposés dans le moteur et à des endroits clés du véhicule, les analyser et en déduire les changements à adopter sous forme de signaux électriques qu'il va envoyer aux composants concernés. Et bien entendu, c'est par le bus CAN qu'il communique avec tous les autres calculateurs présents dans le véhicule. Donc, comme tout ordinateur classique qui se respecte, il est constitué d'une unité centrale, le plus souvent un microcontrôleur, de mémoire RAM pour stocker les données volatiles, de mémoire ROM dans lequel se trouve son logiciel, et de modules et contrôleurs pour gérer les entrées-sorties et les communications avec les autres calculateurs. L'unité centrale étant à base de microcontrôleurs, il n'y a pas de système d'exploitation pour le faire tourner. Il s'agit d'un programme écrit en C ou C++, à l'instar de ce code source issu d'un ECU open source MegaSquirt 3. Il est compilé en langage machine et stocké dans son EEPROM. Alors, contrairement aux autres calculateurs, il ne me sera pas possible de retirer facilement le circuit électronique de celui-ci, car il semblerait qu'il y ait une résine blanche solidifiée qui ressort par certains vias, comme on le voit ici, et qui maintient le circuit collé. Le problème, c'est que comme on le distingue à peine par ce trou duquel j'ai retiré le bouchon, il y a des composants sur la face intérieure, mais il ne me sera pas possible de les atteindre sans découper le boîtier, ce que je n'ai pas nécessairement envie de faire ici. Et je vais d'ailleurs commencer l'analyse électronique par celui-ci qui est le plus récent de ceux en ma possession, et je ne compte pas moins de 9 circuits intégrés sur cette face. On peut aussi voir qu'il y en a de l'autre côté, comme ceci, mais on ne pourra pas y avoir accès parce que le circuit est définitivement collé. Le microcontrôleur ici en boîtier PBGA est un Freescale de la famille MCP562 cadencé à 40 MHz, basé sur une architecture RISC 32 bits avec une unité de calcul en virgule flottante de 64 bits et 32 kilo-octets de SRAM interne. Il dispose d'une tripotée de modules pour les entrées-sorties série et parallèles, de son propre synthétiseur d'horloge, de son propre circuit de gestion de l'alimentation et peut adresser jusqu'à 4 Go de mémoire externe. Bref, c'est du lourd. On a là un premier composant spécifique de chez Bosch en boîtier SOP64 puisqu'il s'agit d'un contrôleur d'injecteur diesel dont une grande partie de ses broches sont rattachées au microcontrôleur. Il doit donc y avoir une communication série directe entre ces deux composants. Par contre, on ne trouve aucun datasheet public comme on pouvait s'y attendre. Et on passe là sur un composant qui va nous intéresser de près puisqu'il s'agit de l'EEPROM 95160 contenant les données du calculateur, et à proximité on trouve le port BDM normalement disponible sur tous les calculateurs équipés des microcontrôleurs de la famille MCP. Je vous montre ici le brochage et c'est en fait à partir de ce port que les données peuvent être lues et manipulées pour les modifier et reprogrammer le calculateur sans avoir à s'attaquer directement à l'EEPROM. Alors bien entendu, ça nécessite l'usage d'un outil comme ce boîtier BDM100 que je n'ai pas dans mon labo et d'un logiciel. Le tout coûte une cinquantaine d'euros, ça se trouve facilement sur des sites de vente en ligne et le principe est de connecter directement ce boîtier sur les pins du port BDM et de communiquer ensuite avec le calculateur à travers le logiciel fourni avec. Mais ça n'est pas la seule façon de s'y prendre, on peut aussi reflasher l'EEPROM et je vous montrerai ça dès qu'on aura fini le tour des composants. On passe sur un autre circuit intégré Bosch 30622 qui est le contrôleur d'alimentation du calculateur avec ses deux grosses broches latérales connectées à la masse.
Et ce minuscule boîtier métallique au centre, juste à côté de ce condensateur au tantale jaune, est le quartz qui sert à cadencer ce 30622 à partir d'une fréquence de base. Cette fois, un boîtier plus connu, c'est le TLE7209 de chez Infineon, qui est un pont en H dit intelligent, avec une logique 8 bits et une limite de courant de 6,6 A. Il est bâti pour le contrôle des moteurs d'essai ou pas à pas en conditions extrêmes. Encore un autre boîtier Bosch 30536 identifié comme un contrôleur d'injection de carburant. Ce petit boîtier 8 broches Analog Device est un driver avec double amplificateur opérationnel pour la paire torsadée utilisée par le bus CAN. Je note aussi que ce composant L9856 apparaît deux fois sur cette face. Il s'agit d'un circuit haute tension avec des entrées logiques CMOS TTL capables de contrôler des transistors de puissance à canal N jusqu'à 160 volts. Et avant de passer aux autres calculateurs, voici une autre façon de lire les données de celui-ci en se connectant directement à son EEPROM. Je me sers tout simplement de sondes d'analyseur logique fixées à chacune de ces broches et reliées à mon programmeur TL866 de plus. Donc à partir de son logiciel, je vais relire la mémoire de cet EEPROM qui contient les données du calculateur et la cartographie moteur. Je lance la lecture. Et voilà, c'est ultra rapide et les 2048 octets sont désormais visibles en hexadécimal et je vais pouvoir en faire un fichier binaire. Bon, la lecture en soi n'est pas très intéressante, ce qu'il est par contre, c'est de pouvoir lui réinjecter une autre cartographie moteur à partir d'un fichier binaire spécifique pour cette référence précise. Et on va voir comment dans un instant. Et justement, nous voici dans un logiciel pour reprogrammer les ECU. Alors, on reviendra plus en détail dans le second épisode sur tout ça. Il faut juste comprendre qu'un calculateur fonctionne à partir de tables de données qui sont dans ses EEPROM. Et ces tables, on en voit quelques-unes ici à l'écran. Celles-ci proviennent d'une BMW M3 de 1995. Et il y en a pour absolument tout le paramétrage du moteur, pour les avances à l'allumage, les pas de régime, le régime maxi, le turbo, l'injection, etc. Ça s'appelle la cartographie moteur. Et en gros, la reprogrammation du calculateur ne consiste qu'à modifier les valeurs qui sont dans ces tables et à les réinjecter ensuite dans l'EEPROM. Là, vous avez un aperçu des courbes en 3D que forment ces données et ce qui est intéressant, c'est que les modifications peuvent aussi se faire de façon visuelle. Et en pratique, à toutes ces valeurs, le logiciel du calculateur va ajouter des facteurs correctifs pour équilibrer l'ensemble. Bien entendu, il ne s'agit pas de modifier les valeurs n'importe comment ou de façon incohérente, les risques ne sont pas négligeables, on parle là du comportement global du moteur en activité. Passons au second calculateur Bosch qui provient d'une ancienne BMW 320D. Le CPU est ce gros boîtier de 68 broches qui répond à la référence SCL 4410, mais dont je n'ai trouvé aucun datasheet public. On a là son quartz qui le cadence à une fréquence que l'on vérifiera dans un instant sur l'oscillo. Juste à côté, ces deux circuits intégrés ne sont autres que deux masques ROM AMD qui contiennent le logiciel qu'exécute ce CPU. La première contient les octets de poids fort et la seconde les octets de poids faible. Ce composant Intel en boîtier PLCC de 44 broches est le contrôleur dédié au protocole CAN 2.0. Encore un chip Bosch à la référence 30377 qui n'a aucune information publique. Même punition pour ce circuit Infineon, aucune référence trouvée, mais il a besoin de ce quartz pour le cadencer, donc ça peut être un microcontrôleur ou un ASIC. Et enfin, on a deux boîtiers Bosch 30381 signés de la 40e semaine de 1999, dont la seule chose que je sais, c'est que ce sont des contrôleurs d'injection de moteur diesel. Et enfin, ce composant Infineon TLE4216 est un sextuple commutateur de puissance contrôlé par des signaux TTL en entrée. Et dans cette partie se trouve la régulation de tension locale ainsi que la gestion de l'alimentation des circuits intégrés. Je vais tenter une petite expérimentation. J'ai pu déterminer les broches pour l'alimenter en 12 volts ainsi que celle du bus ISO qui permet de communiquer avec lui via le protocole OBD. En revanche, je n'ai pas pu déterminer l'entrée de son bus CAN, donc on s'en passera pour l'expérience. Donc je soude les fils directement sur son circuit pour que ça soit plus pratique. Ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur les boîtiers foireux Echo et Nitro OBD vont en rigoler, mais j'en ai récupéré un de ma poubelle pour faire ce petit montage qui va me permettre de sonder les signaux qui passent par ce connecteur OBD entre l'ULM 327 et le calculateur. Alors pour résumer, le calculateur est alimenté par les câbles orange que vous voyez là. Le bus ISO-K passe par ce fil blanc où j'ai plugué la sonde de mon oscilloscope. J'ai récupéré la masse à l'une des bornes de ce condensateur de découplage et les points CAN High, CAN Low et ISO L sont en l'air puisque je ne m'en servirai pas ici. Là-bas, on a le module OBD ULM 327 en Wi-Fi qui est donc raccordé à mon boîtier bleu et j'utilise un logiciel de diagnostic embarqué qui tourne sur mon PC sous Windows. Je démarre la communication en mode série et on commence à voir sur l'écran de l'oscillo les signaux échangés entre le calculateur et le ELM 327.
Au niveau de la consommation de courant, on reste aux alentours de 300 mA pour l'ensemble, donc on est à environ 4 watts de puissance. Et en fait, on est là dans la phase où le logiciel cherche à identifier le meilleur protocole à utiliser parmi les différents possibles afin de savoir la meilleure compatibilité avec le calculateur. Lorsqu'il n'y a plus de signaux échangés, c'est que le logiciel s'apprête à essayer un autre protocole parce que le précédent n'était pas valide. Et une rapide observation du circuit à la caméra thermique nous montre qu'on est dans des températures normales. L'essentiel de la dissipation thermique vient des composants en charge de la gestion de l'alimentation. Et tout à l'heure, je disais que je vérifierais la fréquence de sortie des quartz. Eh bien, celle destinée au CPU est à 10 MHz et celle destinée au microcontrôleur Infineon est à 16 MHz. Ce calculateur comporte une EEPROM 24C04 dont la mémoire flash n'est que de 512 octets et par curiosité je vais lire son contenu. Mais cette fois je décide de l'extraire du circuit imprimé pour la relire depuis un socle SOIC8 que vous voyez là en très gros plan et que j'insérerai dans mon programmeur d'EEPROM. La voilà en place dans l'adaptateur que je place ensuite sur le programmeur. Et comme tout à l'heure avec le précédent calculateur, je vais utiliser le même procédé. C'est bien une 24C04 insérée dans un adaptateur SOIC8, il n'y a plus qu'à la lire. Et voilà donc les 512 octets visibles en hexadécimal. En tout cas, il n'y a pas grand chose comme donnée utile ici. Concernant les deux calculateurs japonais en ma possession, je trouve que leur conception est beaucoup plus soignée que les deux calculateurs Bosch que l'on vient de voir. Ceux-ci sont même recouverts d'un revêtement conforme qui protège les composantes de l'humidité et de la moisissure. Bon, ça fait bien longtemps que les Japonais ont une maîtrise rarement égalée de la conception, de la finition et de la fabrication des circuits électroniques, et on a encore la démonstration ici sur des appareils qui datent déjà du début des années 2000. Ce revêtement se retire simplement avec de l'acétone, et c'est ce que je fais là, ça permettra de lire plus facilement les références de ces composants. Alors sur ce calculateur fabriqué par Denso, je ne vais volontairement pas m'attarder dessus car mis à part ce composant Intel déjà vu dans le calculateur Bosch, qui est le contrôleur de protocole CAN 2.0, tous les autres circuits intégrés ont des références qui n'existent pas dans les bases de données que j'ai consultées. Si j'en crois la topologie des pistes du circuit, ceci semble être l'unité centrale, peut-être un ASIC. Il est entouré par deux boîtiers QFP 120 broches qui seraient à mon avis des microcontrôleurs 16 bits, et je suppose que ces trois boîtiers sont là pour la gestion des entrées-sorties avec les capteurs du moteur et du véhicule. Je vous montre en gros plan une résistance de terminaison de 100 ohms, et une seconde ici, celle-là est de 200 ohms. On dénombre pas moins d'une trentaine de résistances CMS autour d'elle. Chacun des gros circuits intégrés dispose de son propre quartz de 16 MHz, mis à part celui du contrôleur CAN qui est de 12 MHz. Et évidemment, on trouve beaucoup de transistors de puissance ainsi qu'un étage d'alimentation assez chargé et calibré pour gérer le courant nécessaire pour activer les composants externes au calculateur. Et pour ce qui est de son EEPROM, il s'agit d'une 93C56 de 2048 bits, soit à peine 256 octets, juste de quoi stocker l'essentiel. On passe maintenant au second calculateur japonais qui est lui conçu par le fabricant Oki. Encore une très belle pièce d'électronique. La pièce maîtresse de ce calculateur est ce microcontrôleur qui intègre un CPU RISC 32 bits cadencé à 20 MHz, intégrant une masse ROM, de la RAM, un générateur d'horloge, un BSC, un convertisseur ADC de 10 bits, 16 canaux, un contrôleur DMA, une interface communication série et des dizaines d'autres composantes qui en font un monstre de puissance pour l'époque, en 2003, surtout pour un calculateur moteur. Il est en plus secondé par ce microcontrôleur 16 bits M66507 cadencé à 24 MHz, moins performant mais lui aussi très complet qui lui sert essentiellement d'interface de communication avec les autres calculateurs et les composantes moteurs. Les deux sont entourés de quelques circuits intégrés NEC dont la référence est quasiment impossible à identifier. Celui-ci dispose même de son résonateur céramique de 8 MHz pour le cadencer, probablement un autre microcontrôleur. Et c'est assez insolite de trouver dans un circuit japonais où 100% des composants sont de fabrication japonaise, un module spécifique Made in Germany qui ressemble beaucoup à un système d'anti-démarrage. Et le dernier circuit intégré qui a attiré mon attention est ce boîtier HC435 de 26 broches à la morphologie très insolite, avec son quartz de 8 MHz juste à ses côtés. Évidemment, aucun datasheet n'existe pour lui, sa fonction restera donc un mystère. Voici un passage rapide sur les autres composants avec notamment cette monstrueuse diode de puissance gonflée aux hormones. Et les espèces de boîtiers verts un peu boursouflés que vous voyez là sont en fait des circuits hybrides qui renferment un petit circuit en céramique contenant des composants montés en surface autour d'un circuit intégré, le tout enrobé d'époxy. J'ai déjà consacré une vidéo il y a longtemps à ce type de composants qu'on rencontrait assez souvent dans les années 90 et début 2000.
On ne les trouve plus de nos jours car on sait désormais intégrer complètement ce genre de module dans des circuits intégrés de quelques millimètres carrés de surface. Avant de conclure ce premier opus, abordons maintenant le sujet du diagnostic embarqué OBD. Alors, l'OBD, c'est avant tout une norme qui représente l'ensemble des techniques de diagnostic matériel embarquées dans un véhicule à moteur thermique depuis la fin des années 90. Et peut-être une grande partie d'entre vous ne le savez pas encore, mais il n'est pas du tout nécessaire d'aller dans une enseigne d'entretien automobile, je ne citerai aucune marque, ni chez un garagiste pour effectuer un diagnostic complet de son véhicule. Et en effet, vous pouvez le faire tranquillement vous-même avec un petit boîtier de type ELM 327 comme celui-ci qui se branche sur le port OBD du véhicule et un logiciel qui tourne sous Windows ou macOS, et évitez ainsi de payer une cinquantaine d'euros pour avoir in fine une feuille sur papier en tête de l'enseigne qui vous indique les éventuels défauts du véhicule. Parce que oui, à ce stade, pour faire un diagnostic de votre véhicule, ils n'en font pas plus. Ils ont un logiciel qu'ils font tourner sur un PC sur lequel est connecté leur propre boîtier qui communique via le bus de données CAN avec les calculateurs et qui leur produit un diagnostic complet. Et vu les tarifs qu'ils font payer alors qu'ils obtiennent ce type de diagnostic complet en quelques minutes de manipulation, je trouve que ça fait quand même un peu cher la minute machine. Parce que oui, le kit boîtier plus logiciel dont je vous parle coûte à peine une cinquantaine d'euros et vous pouvez faire autant de diagnostics que vous le souhaitez sur toutes les marques de véhicules. Et il faut aussi savoir qu'une certaine partie des défauts trouvés peuvent être si besoin corrigés et rectifiés par ce même logiciel, à condition que ça n'implique pas bien sûr des pannes plus importantes, parce que là du coup ça sera bien du ressort du garagiste. Donc le port OBD est globalement dans l'environnement proche autour du volant et il se présente comme ça. On a la ligne ISO K et L sur les broches 7 et 15 qui permettent de communiquer directement avec le calculateur moteur. Le bus de données CAN est sur les broches 6 et 14. Le plus 12 volts de la batterie est sur la broche 16 avec les masses châssis et signal en 4 et 5. Et voici rapidement comment se déroule la procédure. Le boîtier ELM 327 est connecté au port OBD du véhicule, le contact est mis pour alimenter les calculateurs et la communication peut donc démarrer. Alors le but n'est pas ici de passer en revue l'ensemble des fonctionnalités de ce type de logiciel, on voit là que la connexion s'établit entre le véhicule et mon ordinateur. Je choisis le calculateur moteur et dans un premier temps je vais simplement demander un diagnostic. Il va lire les données et les interpréter. Et voilà, on a rapidement un résultat, aucun défaut trouvé, et si ça avait été le cas, j'aurais eu ici l'ensemble des codes erreurs concernés. Je peux aussi par exemple scanner en temps réel les valeurs obtenues pour chacun des capteurs reliés au bus CAN du véhicule, et ainsi de suite. Et ça n'est là qu'une petite partie de ce que peut vous apporter un logiciel comme ça. Bon voilà, on va s'arrêter là pour ce premier épisode qui est déjà assez dense, mais je reviendrai quand même sur les ECU dans le second, avant d'aborder le calculateur habitacle BSI, et notamment pour approfondir et revenir sur la notion de reprogrammation. Et je ferai de mon mieux pour sortir ce second épisode dans les semaines à venir. En tout cas, concernant celui-ci, un